Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Champ visuel. Champ visuel, collection dirigée par Pierre-Jean Bengozi, Raphaël Moine, Bruno Péquignot et Guillaume Soulez. Une collection d'ouvrages qui traitent de façon interdisciplinaire des images, peintures, photographies, BD, télévision, cinéma, acteurs, auteurs, marché, metteurs en scène, thèmes, techniques, public, etc. Cette collection est ouverte à toutes les démarches théoriques et méthodologiques appliquées aux questions spécifiques des usages esthétiques et sociaux des techniques de l'image fixe ou animée, sans craindre la confrontation des idées, mais aussi sans dogmatisme. Dernière parution. Julien Joly, Patricio Guzmán, Une histoire chilienne. Le cinéma au cœur du monde, 2020. Camilo Suárez, L'espace immatériel dans le cinéma de Jia Zhangke. Une politique du regard, 2020. Michel Estève, Théo Angelopoulos ou la poésie du cinéma politique, 2020. Jean-Claude Chirolet, Photographie et fractalité. Photologie fractale, 2020. Johan Guglielmetti, L'indépendance de la musique de film, 2020. Joachim Daniel Dupuis, Saul Bass, Cinéma et écologie, des fourmis et des hommes, 2020. Toufik Elkhouri, Aliénation et déterminisme dans le film noir classique, 1944 à 1949, 2020. Pascal Noblet, Les guerres de Jean-Luc Godard, 2020. Maxime Schinfeigel, En cinéma des figures de l'autre, 2020. Johan Guglielmetti, Musique et cinéma, L'Union libre, 2020. Des Ramos, Nelson Pereira dos Santos et l'invention d'un cinéma national, 2019. Louise Albert Serrut dire Le cinéma de Jean-Luc Godard et la philosophie, 2019. Introduction. Un ancien commentateur de Sophocle remarque fort bien qu'il ne faut point s'amuser à chicaner les poètes pour quelques changements qu'ils ont pu faire dans la fable, mais qu'il faut s'attacher à considérer l'excellent usage qu'ils ont fait de ces changements et la manière ingénieuse dont ils ont su accommoder la fable à leur sujet. Jean Racine, seconde préface à Andromaque, 1676. La définition du mythe pourrait se résumer à la formule proposée par Heurtebise dans le Testament d'Orphée, Jean Cocteau, 1960. Un amalgame de cavernes, de forêts, de marécages, de fleuves rouges peuplés par des bêtes gigantesques et fabuleuses qui s'entre-dévorent. Étrange monde dont Cocteau semble plutôt indiquer qu'il s'agit de l'imaginaire du poète, cet être entre deux mondes, entre deux règnes, qui use d'une langue ni vivante ni morte. Lors de la séquence de la commission rogatoire, le mythe est à nouveau désigné dans le film par l'utilisation d'une langue unique, et non d'un langage particulier, et par l'évocation de lieux, de temps, d'actions et de personnages surnaturels et pourtant ni symboliques ni pittoresques mais issus du réalisme irréel qui sera un jour le signe de notre siècle, comme aimait à le répéter Cocteau. Depuis l'Ulysse des films muets de Méliès, Calmette et Bertolini jusqu'aux aventures numériques de Neo et de Nausicaa mises en scène par les frères Wachowski et Hayao Miyazaki, les héros et héroïnes de la mythologie grecque antique ont poursuivi au cinéma leur voyage à travers les siècles et les arts et ont marqué différentes époques de l'histoire du 7e art. L'âge d'or du péplum hollywoodien dans les années 30, puis le renouveau des années 60 avec Federico Fellini, Pier Paolo Pasolini, Jean-Luc Godard avant l'apostrophe. Émergence de films sur le sujet réalisés par les grands noms du cinéma contemporain. Andrei Konchalovsky, Théo Angelopoulos, Joel et Ethan Cohen, Tim Burton et Guillermo del Toro entre autres. La reprise de personnages et d'intrigues inspirées de l'Antiquité a ainsi contribué à faire du cinéma l'héritier à la fois des traditions orales en voie de disparition, des canons de l'esthétique occidentale depuis le Moyen Âge, et des modèles conceptuels élaborés par les sciences humaines et sociales. Oedipe, Orphée, Prométhée, Oreste, Méduse, Janus ont été en effet dès la fin du XIXe siècle, convoqués tour à tour par la philosophie, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, la psychanalyse, Sigmund Freud, Jacques Lacan, l'anthropologie, Claude Lévi-Strauss, Carl Gustav Jung, Mircea Eliade, l'ethnologie, Milman Parry, Albert Lord, la critique féministe, Julia Kristeva, Hélène Cixous, Teresa de Lauretis, l'apostrophe. Analyse littéraire, Gaston Bachelard, Gilbert Durand, et la théorie postcoloniale, Aimé Césaire, Albert Memmi, pour servir de référence dans une entreprise de remise en question et de reconfiguration des schémas psychiques, sociaux et idéologiques du monde occidental et proposer la définition d'un imaginaire universel,
commun à tous les êtres humains. La plupart des ouvrages spécifiquement consacrés à la présence des mythes antiques au cinéma traitent de l'adaptation cinématographique de récits, thèmes et intrigues empruntés à la mythologie gréco-romaine et relevant de la catégorie plus générale des films à sujet antique. Comme le rappellent Lorna Hardwick et Christopher Stray, dans leur livre sur la réception de l'Antiquité à travers les âges, les premiers critiques à s'intéresser à cette question ont eu tendance à préférer l'inventaire à l'analyse. Leurs travaux ont en effet d'abord visé à repérer et répertorier le grand nombre de films consacrés à la mythologie selon des critères chronologiques, en fonction de leur date de sortie, depuis les premiers temps du cinéma avec les films de Georges Méliès, Neptune et Amphitrite, 1899, et Ulysse et le géant Polyphème, 1905, jusqu'au XXIe siècle avec par exemple Hercule, Brett Ratner, 2014, et 300, La naissance d'un empire, Noam Muro, 2014. D'autres ont utilisé des critères historiques, liés à l'ère culturelle des personnages et légendes de référence. Civilisation gréco-romaine, mais aussi babylonienne, Intolérance, David Ward Griffith 1916, Celtique, Parsifal, Edwin S. Porté 1904 ou Nordique, Les Nibelungen, Fritz Lang 1924. L'ampleur et la diversité du corpus ont ensuite permis de le classer par type de récit et appartenance à un genre ou sous-genre. Péplum, épopée héroïso-fantastique, film historique, comédie, mélodrame, etc. C'est donc un ensemble très hétérogène tant sur le plan des contextes et des conditions de production, que sur le plan du contenu et du style qui atteste encore aujourd'hui de la vitalité et de la popularité du sujet antique et a justifié une première approche à dominante taxinomique. L'utilisation des récits et personnages inspirés de la mythologie en général, quelle que soit son origine culturelle, se confirme en effet de nos jours par leur présence dans les nouveaux médias, séries télévisées, jeux vidéo, blogs, et leur facilité à franchir les frontières géographiques, culturelles et technologiques. Mais l'analyse de ces productions au niveau international, si elle est pertinente, est cependant souvent limitée à un historique de leur apparition et à un répertoire des films en fonction de leur format, de leur plateforme et de leur usage. Dans un deuxième temps, la critique cinématographique, en France comme aux États-Unis, s'est attachée à dégager la spécificité sur le plan narratif et esthétique, de la réécriture cinématographique d'histoires tirées de la littérature et de l'histoire ancienne en fonction des attentes et des enjeux liés au contexte social et idéologique de ces films. Contestation des valeurs de la société bourgeoise occidentale dans Fellini Satyricon 1969, ou Oedipe de Pier Paolo Pasolini 1967. Ajustement des caractéristiques du héros tragique aux exigences du mythe fondateur américain dans le western de John Ford, The Searchers 1956. Restauration par les péplums italiens et américains d'après-guerre des idéaux démocratiques, mais aussi des préjugés patriarcaux traditionnellement associés à l'héritage de la Grèce classique avec la série des Hercules et autres massistes. Invincibles combattants des forces du mal, des monstres, des dieux infernaux et des femmes maléfiques. Plus récemment, l'accent a été mis par la critique sur la notion de réception, à savoir les façons dont les matériaux grecs et romains ont été transmis, traduits, cités, interprétés, réécrits, repris en images et représentés. Pour les spécialistes de l'Antiquité, le cinéma constitue aujourd'hui l'un des médias privilégiés pour redonner vie à des histoires et des personnages tirés de la mythologie, à en juger par l'intérêt que leur porte le public contemporain. Un des acquis principaux de cette perspective a consisté à mettre en retrait la question de la fidélité aux sources antiques, ou de l'authenticité historique des films pour se concentrer sur la réponse esthétique des lecteurs, sur la constitution ou la concrétisation de toute signification au point de réception, sur la différence entre le contexte de production et la culture des origines, ou encore sur la relecture originale de textes littéraires et historiques à la lumière des pistes proposées par les films. Cette approche, parce qu'elle ne prétend ni à la réalisation d'un objectif taxinomique ni à l'exploration d'une dimension historique, de l'Antiquité ou du cinéma, définit un corpus fort différent de celui de la plupart des ouvrages consacrés aux films sur le monde antique. Le sujet est ainsi recentré sur les récits mythiques dans la mesure où la permanence et la réactivation des héros et de leurs aventures, grâce à leur capacité à distraire et à enthousiasmer un nouveau public,
permettent de mettre en évidence le rôle crucial du cinéma dans la transmission et le renouvellement de la culture et de l'imaginaire populaire. Le langage cinématographique n'est en effet pas apparu à Cocteau et à bien d'autres dès les débuts du 7e art, comme le moins approprié pour raconter les exploits exceptionnels de figures héroïques. L'attrait visuel des mythes avait déjà séduit les sculpteurs, les céramistes et les peintres de l'Antiquité. Les statues hiératiques et les portraits figés dans le marbre, les scènes dessinées sur les vases et les épisodes racontés par les fresques se targuaient de représenter le mouvement dégagé par la torsion des muscles, le choc des armes, la course des chevaux, le défilé des armées et le déferlement des vagues dans l'épopée homérique comme dans les récits de la Théogonie ou des Métamorphoses. Jean-Pierre Vernant rappelle à cet égard que la littérature antique se prête à de tels effets de réel auprès de son auditoire et de son lectorat. Grâce à la notation des mouvements, des voix, des bruits, les scènes sont décrites, non comme des images inertes sur une surface, mais à la façon de tableaux vivants, notamment dans la fameuse description l'ekphrasis du bouclier d'Achille, Iliade, chant 18, vers 478 à 608, et de celui d'Apostrophe, Héraclès, Pseudo-Hésiode, le bouclier vers 133 à 319, tous deux forgés par Héphaïstos. Les auteurs des temps modernes y seront encore sensibles, comme le note Marcel d'Étienne, pour expliquer la séduction exercée par les figures de la fable ancienne sur la civilité et les arts plastiques. Dans son siècle entier, Fontenelle fait appel au plaisir. Plaisir de l'œil et de l'oreille, mais encore de l'imagination. De nos jours, ce sont les moyens spécifiques au langage cinématographique qui permettent de mettre en scène le mouvement inhérent à la description homérique. Martin Winkler en donne pour exemple le film de Wolfgang Petersen, 3-2004. Pour avancer que la présence du mythe au cinéma comporte une dimension particulière à notre époque sur le plan esthétique et sociologique, dans la mesure où non seulement les anciens mythes et les récits épiques survivent dans un nouveau médium populaire, mais ce médium est aussi particulièrement bien adapté à la fabrication même des mythes. En témoignent les films les plus récents sur l'Antiquité classique, où les personnages héroïques évoluent dans un univers retravaillé par les effets spéciaux, et où les figures divines et surnaturelles se doublent de références explicites à l'environnement des spectateurs. En effet, pour Philippe Sellier, le cinéma induit le rêve, développe le beau, privilégie le merveilleux. La mythologie gréco-romaine, telle que l'ont conçue ses auteurs Homère, Euripide, Virgile, offre un système explicatif au mystère de la vie en sublimant le rêve, le beau et le merveilleux. Il s'agit ici non pas de repérer dans les textes antiques les éléments d'un soi-disant proto-cinéma, mais de montrer que le cinéma s'inscrit dans la lignée des représentations des mythes fondées sur la dimension visuelle et sonore au niveau du contenu comme au niveau de la forme. Revisiter les mythes antiques consiste à s'inspirer des descriptions de personnages, lieux, actions empruntées aux textes anciens pour continuer et renouveler une tradition qui exploite l'image, le mouvement, le son tant dans sa conception du texte que par son mode de diffusion. Le terme de représentation est alors à comprendre dans les deux sens. Donner une image du réel et présenter cette image au public. L'image n'est pas le réel, mais elle n'est pas non plus un simple artifice imitatif, un faux semblant. Si elle est ce qu'elle doit être, un Thomas Hiddenstein, elle s'anime et prend vie. On la voit bouger, on l'entend chanter à pleine voix comme le ferait une créature vivante. Il est ainsi possible d'affirmer que la fonction des cinéastes aujourd'hui n'est pas si éloignée à cet égard de la performance des AED comme de la pratique des artistes graphiques en ce que les spécificités du 7e art permettent de le placer aux côtés de la littérature, de la statuaire et de la céramique antique et moderne dans l'entreprise pluriséculaire de transmission et d'actualisation des récits mythiques, grâce à ses effets de composition visuelle et de structuration narrative. L'image animée est donc inséparable du mythe sur trois plans. Sur le plan matériel de la représentation dans le sens où le mythe est une histoire qu'on raconte par la voie orale ou écrite, mais aussi au moyen des ressources iconographiques d'une époque donnée, sur le plan sémantique de la représentation dans le sens où celle-ci, qu'elle soit verbale ou iconique, recourt à des images polysémiques censées renvoyer à la complexité et à l'ambiguïté du réel, sur le plan philosophique de la représentation dans le sens où l'image prend ainsi une dimension explicative et étiologique, et non uniquement mimétique ou iconique. Elle contribue alors à élaborer un propos argumentatif, un logo au sens platonicien du terme selon Marcel d'Étienne. Quand Platon, au commencement du IVe siècle,
s'en prend dans La République à la poésie en général ainsi qu'à Homère. Il met en cause non pas une œuvre figée par le livre ou un texte écrit pour des philologues, mais le fondateur d'une paideia, d'un système culturel plus ou moins conçu comme une encyclopédie du savoir collectif, transmis par la bouche et par l'oreille. Le mythe participe au développement du groupe sur le plan politique, éthique et social, comme ce discours par lequel est communiqué tout ce qu'une collectivité donnée conserve en mémoire et transmet oralement de génération en génération, par l'intermédiaire de professionnels ou non. On peut alors se demander comment le réalisme inhérent à l'art cinématographique a réussi à s'accommoder du caractère foncièrement interprétatif et représentatif du mythe, à moins que l'on ne considère avec Daniel Maddalena que sa dimension essentiellement poétique, dans tous les sens du terme, soit un des facteurs qui lui ait permis d'assurer sa mission de transmission narrative et ses potentialités créatives à partir d'une parole, forgée dans la récitation orale, sans pour autant occulter la tension entre sa fonction référentielle, évocation verbale d'événements et sa fonction poétique, autotélique, qui valorise le signifiant. Marcel Détienne souligne en revanche que le mythe ne peut se réduire à un genre littéraire, oral ou écrit, c'est-à-dire à une culture de la parole livrée assurément à l'interprétation des lettrés, mais dont nul ne voudrait douter qu'elle a plus à faire avec l'oreille et la mémoire qu'avec la lettre et l'écriture. Au sein de la longue tradition des réécritures du mythe depuis la transcription des récits oraux de l'Antiquité jusqu'à leur version cinématographique depuis un siècle en passant par de nombreux avatars littéraires, on peut observer que certains films, comme par exemple Peau d'âne de Jacques Demy 1972 ou Fellini Satyricon 1969, mettent l'accent sur la présence de ces intermédiaires successifs. Le récit premier, sa transcription littéraire dans L', Antiquité, Ovide, Apulée, Pétrone, Ésope, et sa filiation artistique à l'époque moderne, La Fontaine, Le Prince de Beaumont, Monteverdi, Offenbach, Cadaré, Seferi, quel que soit le genre du texte ainsi recréé, fable, conte, livret d'opéra, roman, poème, avant de devenir scénario et dialogue de cinéma. D'autres films s'attachent à souligner la spécificité de l'expression cinématographique, non seulement sous son aspect narratif, la mise en récit du mythe, mais aussi sous son aspect visuel, sa mise en image, en se situant dans la tradition iconographique amorcée par la sculpture et la peinture antique, comme on l'a déjà mentionné. Cette dimension s'est développée et a contribué à la diversité des formats utilisés au cinéma pour représenter le monde du mythe. Film d'animation Hercule de John Musker et Ron Clement, 1997. Anime inspiré des mangas, Nausicaa de la vallée du vent d'Hayao Miyazaki, 1984. Jeux vidéo, God of War de Cory Barlog, 2005 à 2018. Film d'opéra, The Fire of Olympus, or On Sticking It to the Man de Tim Benjamin, 2019. Film à effets spéciaux traditionnels, Orphée de Jean Cocteau 1950, ou numérique, la série Percy Jackson and the Olympians, 2010 à 2013. Le passage au langage cinématographique semble dans ces cas n'être qu'une étape supplémentaire de la transmission des mythes qui utilisent des ressources communes et y ajoutent les codes spécifiques à l'image photographique animée. Mouvement des objets, mouvement de la caméra, mouvement du montage. Le cinéma participe donc à une évolution particulière du mythe, en ce qu'elle reprend certains éléments de la tradition, tout en appliquant une sorte d'accélération à ce processus. Elle occupe alors une place unique entre l'épopée et des formes plus modernes de la littérature telles que la poésie, le roman ou le théâtre, qui visent à insérer des éléments mythiques dans un milieu référentiel contemporain. Dans la recherche d'une définition universelle de l'être humain qui semble sans cesse battue en brèche par les différences culturelles, les données biologiques et les événements historiques, le cinéma convoque l'image pour articuler les préoccupations de la pensée moderne. Celle-ci paraît paradoxalement moins soumise à la différenciation puisqu'elle est délivrée du langage verbal, emblème de la spécificité culturelle et de la rationalité, et revêtue du voile de l'illusionnisme ou du réalisme du fait de son caractère iconique. Une telle conception de l'être humain, ni en termes humanistes de ce qu'il doit être, de sa mission, ni en termes philosophiques de ce qu'il est, de son essence, prend plutôt en considération l'histoire, le devenir des êtres humains, où le mythe ne renvoie pas à un âge d'or ou à une préhistoire, mais sert lui-même de source, d'origine à toute tentative de mise en récit, de constitution du texte. Il devient en quelque sorte un étalon destiné à mesurer le développement du soi,
par une opération qui ne vise pas à une transformation quantitative ou qualitative, mais établit un schéma de diffraction, à la manière du cristallin ou du prisme pour reprendre l'analogie deleuzienne. Dans cette entreprise, Ulysse, Orphée, Eurydice et Europe se distinguent parmi les figures de la mythologie grecque classique dont les aventures ont été transmises au monde contemporain sous diverses formes artistiques depuis l'Antiquité. Ces personnages ont en effet fait l'objet des représentations, des évocations et des transpositions opérées par 4 cinéastes français dont l'œuvre a marqué l'histoire récente du 7e art. Le premier chapitre de cet ouvrage est consacré à la reprise de la figure d'Ulysse par Agnès Varda dans son moyen-métrage éponyme de 1982, au détour d'une réflexion que suscite le retour à une photographie prise presque 30 ans auparavant sur une plage du nord de la France. Celle-ci montre un homme nu vu de dos, un jeune garçon assis sur les galets et une chèvre morte couchée sur la grève. Pour la réalisatrice qui s'instaure ainsi tantôt en Ariane laissée sur le rivage tantôt en Nausicaa recueillant un naufragé sur la grève, la référence au mythe constitue à la fois un ancrage biographique dans le cadre de sa vocation de photographe cinéaste-poète, un commentaire sociopolitique sur le contexte historique de la photographie et des représentations médiatiques de l'époque et une réflexion sur l'image à la suite des analyses de Roland Barthes et de leur influence selon Jacques Rancière sur la fonction de l'image et de son spectateur. Le second chapitre met également l'accent sur une figure féminine traitée de manière secondaire et accessoire par la transmission littéraire et artistique, puisque le personnage d'Eurydice n'existe dans le mythe qu'à travers la mésaventure d'Orphée. Le film d'Alain Resnais, Vous n'avez encore rien vu, 2012, reprend 2 pièces de Jean Anouilh, Cher Antoine ou L'amour raté, 1969, et Eurydice, 1942, sans modifier substantiellement le traitement du personnage d'Eurydice, mais dans un jeu de dédoublement et de répétition des rôles et des performances d'acteurs, devient prétexte à un retour aux fondamentaux du théâtre, dans la lignée des dialogues de Jean-Luc Nancy avec Mathilde Girard sur l'engagement et les propositions de Philippe Lacoue-Labarthe. Le 3e chapitre est consacré au personnage d'Europe et à la transposition par Christophe Honoré en 2014 d'une partie des récits mythiques des Métamorphoses d'Ovide, ouvrant ainsi plus largement le champ des représentations de la mythologie gréco-latine avec des figures telles que Narcisse, Philémon et Baucis, Panthée, Io, Syrinx, Atalante et Hippomène. Le film met en scène les aventures d'une jeune fille d'aujourd'hui dans un décor contemporain sous la tutelle de 3 dieux, Jupiter, Bacchus et Orphée, pour tisser à l'instar de Gaston Bachelard des liens tantôt savants tantôt créatifs entre littérature et cinéma, figures mythiques et rêverie poétique, commentaire social et ouverture philosophique, patrimoine antique et préoccupations actuelles. Le 4e et dernier chapitre examine un des films les moins connus de Jean-Jacques Hano, Sa Majesté Mineure 2007, qui offre une parodie habile des récits mythologiques fondés à la fois sur un pastiche du récit épique de l'Odyssée et une satire de l'approche historique, anthropologique et ethnologique des mythes, par le biais de références à peine déguisées à l'analyse du bouc émissaire par René Girard et à celle de la science des mythes, par Marcel Détienne. Le film raconte en effet les aventures du fils d'une princesse étrangère échouée sur le rivage d'une île égéenne, et élevé par une truie à l'écart de la communauté humaine. À l'issue de sa visite dans la forêt mythique, habitée par Pan et les nymphes, le jeune homme sera choisi par une colombe pour régner sur son village avant d'en devenir la victime expiatoire. Il est donc apparu significatif que 4 grands noms du cinéma français se soient intéressés à reprendre un ou plusieurs de ces mythes, chacun à sa manière dans le sens où chaque film s'inscrit dans une démarche, voire occupe une place particulière et nécessaire dans l'œuvre de ces cinéastes et contribue à son tour à valoriser la portée du mythe dans la chaîne de la transmission artistique mais aussi dans l'évolution de la réflexion philosophique et politique à diverses époques. On ne discute pas les mythes du groupe, on les transforme en croyant les répéter, rappelle Claude Lévi-Strauss, confirmant ainsi la récurrence, la résurgence et la mutation d'histoires venues du fond des temps dans le cadre d'un art à peine centenaire et dans le contexte du passage au 3e millénaire. Ulysse d'Agnès Varda, 1982, une idée d'image. Je tenterai de formuler, à partir de quelques mouvements personnels, le trait fondamental, l'universel sans lequel il n'y aurait pas de photographie. Roland Barthes, La Chambre claire, 1980. Malgré un certain retard, nombre de critiques se sont engagés à repérer des thématiques,
des séries et des réorientations essentielles dans tout ou partie de l'œuvre prolifique d'Agnès Varda depuis ses débuts en 1954 jusqu'à son dernier film, Varda par Agnès, réalisé avec Didier Rouget et sorti en 2019. L'ensemble de ses films et productions artistiques a été en effet désormais largement commenté aussi bien pour son appartenance à plusieurs genres, documentaire, fiction, exposition photographique, installation multimédia, que dans une perspective féministe ou encore sous l'angle des références mythologiques. On se contentera cependant ici d'examiner seulement le court-métrage intitulé Ulysse, 1982, et ce pour 3 raisons. D'une part, ce film a l'intérêt de renvoyer au tout début de la carrière d'Agnès Varda marquée par l'exploration de différents médias, photographie, cinéma, cinécrit, et différents genres, portraits, documentaires, fiction, autobiographie, film expérimental. D'autre part, plusieurs caractéristiques formelles et thématiques d'Ulysse permettent de le relier à au moins 2 autres productions d'Agnès Varda, le documentaire Oncle Yanko, 1967, et le téléfilm Nausicaa, 1970, et d'instaurer ainsi une relation triangulaire entre les 3 films, à défaut de constituer un véritable triptyque. Enfin, le fait qu'Ulysse articule la référence antique à un manifeste esthétique confirme le rapprochement entre Agnès Varda et les cinéastes de la Nouvelle Vague et du groupe de la Rive Gauche comme elle le reconnaît elle-même. Pionnière comme on dit, avant la Nouvelle Vague, j'ai été dans la vague de la Nouvelle Vague. Ulysse n'en reflète pas moins l'engagement de son auteur dans une voie très personnelle. Le film est en effet le produit d'un imaginaire fortement ancré dans l'univers homérique et à la manière de Roland Barthes, combine une interrogation et une réflexion sur la photographie dans son rapport à la mort, et par extension au temps, et sur les relations entre images, pensée et imaginaire. Parce qu'il maintient l'ambiguïté, la diversité et la liberté d'un discours sans se restreindre à telle définition, tel principe ou telle vocation, Ulysse rejoint ainsi la catégorie de films auxquels critiques et distributeurs apposent l'étiquette vague et fluide de film d'essai et qui s'attache à la question du sujet, du rapport au réel et de la qualification en genre. Ulysse fait d'ailleurs l'unanimité de la critique lorsqu'il s'agit de caractériser ce film original et innovant comme film d'essai, au-delà, et en dépit de sa définition par l'auteur elle-même comme cinécrit, alors que la plupart des articles sur la question réservent à des productions plus tardives de Varda, Les Glaneurs et la Glaneuse, 2000 par exemple, et celles d'autres cinéastes contemporains une analyse approfondie en ces termes. Une des raisons pour ce manque d'intérêt pourrait venir de ce qu'Agnès Varda utilise ici le médium photographique, considéré alors comme pré-cinématographique par opposition à la vidéo qui s'affirme alors comme une nouvelle technologie, au bénéfice du développement du cinéma dans une vision téléologique de son histoire. La photographie de 1954, Ulysse 1982, copyright Succession Varda. 1. Histoire et usage d'une photographie. En dépit des hésitations, des résistances et des oppositions de ses anciens compagnons de route, Agnès Varda est désormais considérée comme membre à part entière et même, selon certains, comme pionnière du groupe de jeunes cinéastes dont le dénominateur commun consistait, à la fin des années 50, à renouveler l'approche et la pratique du cinéma d'après-guerre, ne serait-ce que parce que la dimension artistique de son travail est dès ses débuts assortie d'une dimension critique. Certes, Varda ne s'exprime pas par écrit, que ce soit dans les pages d'une revue spécialisée ou par voie de manifeste comme la plupart de ses contemporains, ce qui lui a peut-être valu des apostrophes. Être longtemps marginalisée par les adeptes et familiers de la Nouvelle Vague, mais elle intègre très tôt cette dimension critique dans son discours filmique pour dénoncer certains types de mythes spécifiques au cinéma. La transparence narrative, la classification en genre, le cursus honorum de la réalisation, tout ce que Truffaut fustigeait comme relevant d'une certaine tendance du cinéma français en 1954. La particularité d'Ulysse ne consiste pas à proposer une alternative subversive à une pratique conventionnelle de la mise en scène cinématographique, comme le fait le documentaire Uncle Yanko, en exhibant tout ce qui disparaît d'habitude lors du passage à la table de montage. Les chutes, les prises inutiles, la préparation des effets visuels et la présence des techniciens. Avec Ulysse, Varda s'attache plutôt à réexaminer un mythe souvent associé à l'image photographique en général, et à l'image cinématographique en particulier qu'on pourrait résumer comme la question du réalisme. Ses premières expérimentations avec le numérique grâce à la vidéo en 1982,
l'engage paradoxalement à revenir à l'image argentique, voire à l'histoire de la photographie. Varda explique en effet au début d'Ulysse qu'elle utilisait en 1954 un appareil à plaque, par coquetterie professionnelle ou par attachement à une tradition. En substituant à la vision du spectateur celle du photographe à travers l'écran en verre dépoli, elle dévoile dès les premiers plans du film le mythe de la fenêtre ouverte sur le monde, du découpage de la réalité en fragments et de toutes les illusions permises par le fort degré d'iconicité de l'image photographique. De fait, le deuxième plan du film révèle les repères inscrits sur le verre et l'image apparaît comme l'objet d'une double inversion, latérale et verticale, entre la droite et la gauche et entre le haut et le bas. Varda rend d'autant plus sensible cette étape du processus de représentation qu'elle insiste sur la relativité du cadre originel, qui se trouve non seulement inversé, mais également doublé par celui d'une fenêtre dans la cour de la rue Daguerre. Enfin, le langage verbal est lui aussi soumis au redoublement avec le jeu sur le mot « chambre », dans le commentaire en voix off qui fait référence à celle de l'appareil photographique comme à celle de l'appartement familial, au détour d'une coïncidence, de ce hasard qui est si cher à Agnès Varda. Elle saisit cette occasion pour présenter Bienvenida Lorca comme sa voisine et son assistante. On apprendra plus tard qu'elle est aussi la mère du jeune garçon de la photographie, dont le prénom officiel est Antonio, et que son père voulait appeler Ulysse. La polysémie du plan combinant des références techniques, professionnelles et personnelles engage ainsi le cinécrit, dès le début, vers la thématique de la quête des origines, à commencer par celle de l'image photographique. Aussi l'accent est-il mis d'abord dans le film sur les questions esthétiques que suscite la pratique de la prise de vue sur plaque, et le recours au code de composition académique. Il est renforcé par l'entretien avec Fouli Elia, l'homme nu de la photographie, devenu un professionnel dans le monde des médias, il est maintenant directeur artistique du magazine Elle, auquel succède une sorte d'installation filmique, de galerie de photographie, élaborée grâce au montage d'une série de nus et d'oiseaux morts prise à l'époque par Agnès Varda. Enfin, la comparaison entre la photographie de Varda et la peinture naïve qu'avait faite Antonio Ulysse Lorca enfant à partir de cette photographie consacre le caractère photogénique de l'image prise sur la plage de Saint-Aubin à la fois au sens étymologique, né de la chambre, et au sens courant, séduisant par sa nature même les enfants y sont sensibles. À l'exposé explicite de Varda sur les particularités techniques de la prise de vue photographique, s'oppose le caractère inexplicable de son cliché de prime abord, même s'il offre un contenu assez banal, un homme et un enfant sur une plage de galets où gît le cadavre d'une chèvre, et se révèle d'une grande simplicité sur le plan de la composition. Certains critiques insistent pourtant sur l'absence de centralité du sujet, sur son excentricité aux deux sens du terme, ou encore sur la subversion de l'idée d'un sujet unitaire, qui aurait pour effet de concentrer plutôt l'attention sur la façon dont les relations spatiales créent des réseaux dans cet environnement. La mise en scène et l'agencement formel n'ont cependant rien d'étonnant, pas d'angles étranges, de cadrage surprenant, d'objets incongrus. La diagonale qui va de l'angle supérieur droit à l'angle inférieur gauche du cadre et le coupe en deux parts égales relie graphiquement les trois sujets principaux. Les proportions sont respectées, notamment la règle des 3/3 et la symétrie par rapport à la ligne médiane verticale comme par rapport à la ligne médiane horizontale. Quelques repères valorisent la profondeur de champ. Ainsi le gros caillou du premier plan à côté de la chèvre et les galets aux formes indistinctes à l'arrière-plan, avec entre les deux plans une bande de sable en milieu de cadre. La photo prise en légère plongée et découpée en 4 quarts de taille similaire établit un contraste entre les 2 quarts vides, en bas à gauche et en haut à droite, et les autres quarts occupés en bas à droite par la chèvre et en haut à gauche par l'homme et le garçon. Enfin la composition du cadre et les nuances chromatiques soulignent l'opposition entre la chèvre blanche allongée et l'homme bronzé debout. Tous deux sont situés près d'un caillou aux deux extrêmes de la diagonale au milieu de laquelle l'enfant brun est assis. Les spectateurs qui ne saisiraient pas l'harmonie complexe et sophistiquée de l'image dans les quelques secondes que dure le premier plan, peuvent en avoir la confirmation grâce aux repères du verre dépoli qui sont montrés dans le plan suivant. La voix de Varda indique alors que la chèvre, toujours au premier plan mais en haut à gauche, lui apparaît dans le verre dépoli comme dans un ciel de météores, tel un signe du zodiaque. Avant que ne s'égrène dans le film la liste des chèvres légendaires, fabuleuses et imaginées,
La première référence à l'animal en fait non seulement un animal crevé, sans vie et sans mouvement, mais aussi une figure du Capricorne. Ce qu'affirme Varda dès le début de sa réflexion sur cette image, c'est que la technologie fondatrice des arts photographiques a vocation à susciter ou faire ressurgir les productions de l'imaginaire humain. Varda réintroduit l'appel du rêve, le langage de la fiction, la part de la création au détour d'un changement de plaque, de l'interruption du défilement de la pellicule et surtout de la dissociation entre bande image et bande son où s'engouffre l'imagination de l'artiste. La première occurrence de ce processus dans Ulysse est une référence au mythe de la catastérisation d'Amalthée dès le second plan du film, qui est présenté comme ce que voit et crée la photographe à partir du réel perçu. La photographie est alors désignée comme le résultat d'une image intermédiaire, inversée, insolite, celle qui est produite par l'imaginaire collectif et individuel. Elle concourt par inférence à définir la photographie comme le symptôme d'un film antérieur, en introduisant le mouvement déjà fixé par l'image. Varda décrit ainsi de manière explicite dans Ulysse le processus créatif qui anime sa pratique de photographe comme de cinéaste. Toute photo est pour moi un film arrêté, et en parler, la commenter, la raconter, c'est dire ce qu'il y a avant et après la photo autour d'elle, donc lui rendre le mouvement du cinéma. Cette opération apparaît dans Ulysse comme un effet logique du contenu même de la photographie de Saint-Aubin. C'est en effet une nature morte, un sujet en or, parce que nul n'y bouge et ne résiste à la prise de vue sur plaque. Le dynamisme formel est assuré par la diagonale liant des sujets caractérisée par l'absence de mouvement. Elle reste inchangée lors de l'inversion des plaques, et est donc elle-même marquée par le statisme et l'identique. Elle s'oppose à une autre diagonale formée par le regard de l'enfant et le regard des spectateurs qui se trouvent dynamisés sous l'effet de la contemplation, de l'empathie et de l'enquête ainsi suscitée. Il s'agit désormais d'explorer les différentes causes de l'immobilité chez les êtres représentés dans la photographie, la mort, le handicap physique et l'exil forcé. Ceux-ci dans Ulysse rejoignent alors le groupe de personnages qui se définissent par la dérobade, le déni et l'incommunicabilité chez Varda, de Cléo de 5 à 7 à Santoine-Illois. Plus le regard glisse sur eux, plus ils gagnent en autonomie et en singularité. Mais loin des photos volées, prises à l'insu de leur sujet, par lesquelles se sont imposés les photographes modernes, de Robert Doisneau à Jacques-Henri Lartigue en passant par Sabine Weiss et Henri Cartier-Bresson, Varda se propose de rendre aux objets saisis par son objectif avec plus ou moins de consentement une certaine mesure d'autonomie, voire de réappropriation, qui ne passe ni par le souvenir ni par l'explication. Aucun d'eux ne se rappelle l'événement photographique qui garde ainsi son caractère mystérieux. Comme le reconnaît Alison Smith, quel que soit le degré d'agrandissement d'un détail de la photographie, celle-ci n'en dit pas plus sur son sujet qu'au début. Ne reste de la prise de vue à Saint-Aubin que le moment du déclenchement, des images composées, des choses assez graphiques. Disons des photographiques comme celle d'Ulysse. Il ne s'agit pourtant pas ici pour Varda de s'inscrire dans une esthétique de l'interruption, de l'instantané, de la pause, de l'instant décisif, ni même de ce que Joff d'ailleurs désigne comme le moment en cours, ongoing moment. La photographie est en fait conçue comme germe de cinéma, étape du processus filmique, événement d'une séquence durable. Agnès Varda se souvient de l'instant précis où elle a placé le châssis. Visage-village, parce que c'est le premier jalon d'une opération qui déclenchera une suite d'images et un enchaînement de phénomènes psychiques. Le film passe d'une réflexion sur l'image comme composition formelle à une enquête sur la mémoire subjective, une photographie étant une preuve indéniable d'un instant passé. Contrairement à ce que Delphine Bénézet retient de Visage-village, Ulysse vise moins à tenir ensemble plusieurs instants d'existence en même temps,
qu'à établir des passerelles entre passé et présent, renvoyant ainsi à la fonction étiologique du mythe. En effet, la particularité du film de Varda est précisément d'opposer son élément fondateur, une photographie, à celui du cinéma, l'image animée, pour échapper à sa définition traditionnelle, désormais remise en question par le support numérique, comme suite d'images fixes, de photogrammes, voire de grilles de pixels. Le film naît du montage, du commentaire et de la temporalité. C'est en cela qu'au lieu du passage régulier et imperceptible à l'œil d'un photogramme à l'autre, Ulysse favorise la présentation d'une image découpée en fragments irréguliers et la référence à d'autres images, visibles ou non, liées par la parole du sujet filmant, une chose protéiforme. Donc, pour reprendre la formule de Fiona Handyside, à l'instar de la mer comme de la vie dont la photographie ne peut saisir le mouvement. La démarche esthétique de Varda, dès la prise de vue photographique à Saint-Aubin en 1954, a ainsi consisté à se distinguer de l'approche des questions sur l'art photographique que privilégiaient à l'époque auteurs et critiques influents tels Bazin, Barthes et Duras. En remplaçant la notion de trace, d'index par celle de projet d'image, Varda invite non pas à substituer à la définition ontologique de l'image une approche idéaliste, mais au contraire, à se dégager de la référence obligée au réel pour repenser le statut de l'image tel que l'effectueront plus tard Lev Manovitch et Jean Baudrillard. Alors que Marguerite Duras s'attardait sur la photo de famille, le portrait et le tableau vivant, Agnès Varda s'efforce avec Ulysse de détacher l'image photographique de la fonction qui consisterait à produire un souvenir des disparus et un témoignage sur le passé par le fait même qu'elle représente ce qui n'existe plus. La jeunesse d'un visage, l'affection d'un parent, l'harmonie entre deux êtres. C'est à l'actualité du présent et son insolente indifférence à l'égard du passé que renvoie l'image d'un Fouli Elia dans son environnement professionnel et celle d'Ulysse Antoine Yorca guéri et en famille. Le propos et la démarche d'Ulysse illustrent précisément la définition que donne Varda de la photographie en ces termes. Inerte, elle peut être remplie par les regards et les émotions contradictoires de ses spectateurs. Puis l'apport du regardeur reflue, comme une vague, et il ne reste que la photo et son mystère. C'est ce rapport à l'image que j'aime dans la photo, et que le cinéma peut enregistrer. C'est un piège à pensée et à sentiment. Pour Fiona Handyside, Ulysse relève à cet égard de la tradition de l'ekphrasis dont l'épopée homérique a offert des exemples célèbres et qui caractérise également une grande partie du travail de Jean-Luc Godard selon Agne Pétot. La description de l'objet produit un espace imaginaire créé par les fragments de langage poétique et l'imagerie visuelle, à ceci près qu'elle comporte une importante déviation du principe de l'ekphrasis. En effet, chez le cinéaste, ces textes et images sont toujours appelés non par l'absence mais par la présence l'un de l'autre. Les mots décrivant les images artistiques et les images jouant le rôle d'écriture pictographique. La relation particulière qui est établie entre les images photographiques et les images cinématographiques par le commentaire verbal, et par le montage au sens large du terme, a deux conséquences sur le destin de leurs objets. D'une part, elle les soustrait à toute visée téléologique au profit d'une itinérance libre et sans contrainte, une dérive nomade en termes thématiques, associant le voyage, la peinture, le recyclage artistique des objets, le passé, l'autobiographie et le corps, comme le note Phil Pori. 20 ans après Blow Up de Michelangelo Antonioni, 1966, l'examen d'une photographie n'a désormais plus rien de l'enquête menée par son auteur sur un crime non élucidé dans le milieu déjanté de la mode londonienne. La double révélation à laquelle conduit l'errance de Varda est inattendue mais heureuse, voire extérieure à la photographie. Le jeune garçon autrefois incapable d'aller nager ou explorer de près la chèvre abandonnée est maintenant définitivement guéri et la photographe a mené, depuis, une carrière originale et prolifique dans le domaine du cinéma. Le retour en 1982 à la photographie de 1954 a pour conséquence d'opposer l'immuabilité de l'image artistique et la mobilité, voire la caducité, des êtres et choses représentés pour affirmer une sorte d'immunité de l'art face aux changements causés par le temps. À la fin du film, la photographie a livré son secret, mais elle n'a pas changé. Le film n'a pas apporté une interprétation fondée sur un sens ou un message particulier. Tout au plus connaît-on l'identité et la profession des personnes montrées, mais la chèvre située en premier plan est commentée au même titre que ces êtres humains tout aussi immobiles et indéchiffrables que la carcasse de l'animal. En revanche,
La photographie a fait émerger d'autres images dont la caractéristique est d'être déjà là, à l'exception de l'entretien avec Bienvenida à qui le film est dédié. L'opération du cinécrit a consisté à associer toutes ces images préexistantes, contrairement aux films de fiction traditionnels qui créent les images pour les assembler en fonction d'un ordre préétabli par le scénario, voire le storyboard. C'est donc un travail d'archiviste, d'archéologue, de généalogiste que Varda se targue d'entreprendre pour reconstituer un passé dont personne ne se souvient. La résurgence de la photographie de 1954 s'apparente alors moins à celle d'un objet trouvé, selon l'acception surréaliste du terme, qu'à celle d'un objet retrouvé, dans le sens donné par Genette d'une récupération esthétique qui permet à des textes d'entrer dans le champ littéraire. La photographie prise à Saint-Aubin, en entrant dans le champ cinématographique à défaut d'avoir donné lieu à une exposition ou une installation multimédia, une autre récupération esthétique génère un cinécrit qui ressemble plutôt à des notes de réflexion personnelles et disparates, matériaux privilégiés des collections d'essais littéraires, et suggère ainsi une spéculation sur des objets spécifiques, déjà formés d'avance dans la culture, selon Adorno. La récupération esthétique opérée par le film-essai se justifie à la fois par le statut de la photographie au caractère moins établi, prestigieux et canonique que la littérature à l'époque, et par le statut de l'essai comme catégorie littéraire reconnue aux côtés du roman, du théâtre et de la poésie et dotée d'une certaine aura philosophique et intellectuelle. Or, dans le domaine cinématographique, la catégorie de l'essai est plus problématique et a été sujette à diverses définitions qui visent plus à l'utiliser pour regrouper commodément des films inclassables, qu'à chercher à identifier des traits communs à ces films. Au-delà de son traitement fonctionnel par l'industrie cinématographique, cette catégorie trouve cependant son efficacité ici pour permettre tout d'abord de différencier clairement le film Ulysse de l'objet trouvé qui en est le sujet et le déclencheur. À cet égard, l'essai de Varda s'apparente au film de Chris Marker, La Jetée, 1962, puisque la photographie contribue à sa facture, à son sens et à sa définition. Certes, la dimension essayistique des deux films, comme le souligne Timothy Corrigan, ne prend pas la même place au sein de l'œuvre de ces deux cinéastes et leur réception critique. Le film de Varda passe quasiment inaperçu dans les commentaires relatifs à sa carrière en général dans le genre de la fiction comme dans celui du documentaire, alors que La Jetée jouera un rôle paradigmatique dans le travail de Marker, sera décliné tout au long de son œuvre en variantes et versions successives, en fonction d'autres lieux, autres enjeux, d'autres formats, et représente à ce titre une des références principales du film d'essai comme genre. En outre, le schéma narratif d'Ulysse est à l'inverse de celui de La Jetée. Chez Marker, il s'agit de retrouver la photographie initiale prise à l'aéroport d'Orly en tant que trace du passé et espoir pour l'avenir, tandis que, chez Varda, la photographie de la plage de Saint-Aubin est la trace d'un passé qui permet de construire un récit et débouche sur un futur qui l'annule et la laisse enrobée de mystère. En effet, si La Jetée évoque la fin d'une histoire individuelle, de notre histoire, voire de l'humanité, Ulysse réussit au contraire à puiser dans le passé pour donner une seconde vie à une photographie au terme d'un réseau collectif de références, de souvenirs, de rêves et de mythes de toutes sortes. Pour ce faire, Varda procède à la mise à plat de toutes les images du passé, publiques comme privées, même si elles s'opposent sur le plan du contenu, de la forme, de l'origine et de la destination. Mais les photographies prises par Agnès Varda elle-même sont proposées dans Ulysse comme des créations artistiques, portraits ou paysages, soigneusement cadrées par l'appareil à chambre de l'auteur, seul ou avec l'aide de Bienvenida Llorca, contrastant ainsi avec les images de la sphère publique issues de la presse, magazine féminin ou journal quotidien, et des actualités filmées et clairement identifiées en tant que telles. Aucune indication n'est fournie, en revanche, sur la circulation des photographies de Varda, à part le fait qu'il s'agit d'images du passé. Comme le note Jacques Kermabon, le premier plan du film montre ainsi en silence, la photo surcadrée, le temps pour le spectateur de bien la contempler. En même temps, en bon déictique, voici engage l'expression dans un discours. Ulysse semble l'offrir à un public, spectateur de la photographie et spectateur du film, pour la première fois, et ce, sans le consentement formel des sujets photographiés. Fouly Elia ne se reconnaît pas, Antonio Ulysse adulte évite de se regarder, Bienvenida ne commente pas son propre portrait. Quant aux images de la presse, elles sont mentionnées comme des...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.